Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence du salon SME Online en partenariat avec le Figaro Entrepreneur. Alors depuis, je dirais, une bonne dizaine d'années, enfin depuis que surtout les réseaux sociaux sont devenus très, très familiers de tous, enfin de nombreuses entreprises décollent justement grâce à une bonne utilisation d'Internet et des réseaux sociaux. Et finalement, on voit que c'est un levier formidable de croissance. Mais comment choisir le bon réseau social pour se lancer? Comment faire pour être remarqué sur ces réseaux sociaux et conquérir d'abord des abonnés, puis ensuite des clients? Et comment, bien sûr, les fidéliser? Donc finalement, quelles sont les meilleures pratiques à adopter aujourd'hui pour lancer son entreprise grâce aux réseaux sociaux? C'est cette question un peu compliquée, mais qu'il faudra démêler. Et pour cela, donc trois invités qui maîtrise bien ces questions. D'une part, Margot Coupry-Eiffel, qui est directrice des opérations de Colibri Intergénération. Alors, Margot, en deux mots, qu'est-ce que Colibri, ce petit oiseau? C'est un Alors, site donc, de colocation. alors, Colibri, c'est effectivement la première plateforme digitale de cohabitation intergénérationnelle, c'est-à-dire que l'on met en relation des retraités qui ont une chambre disponible avec des étudiants qui sont en recherche de logement, selon un matching des affinités, c'est-à-dire qu'on les met en relation selon leur centre d'intérêt commun. Et c'est disponible partout en France. Voilà. Très bien. Daphné Brouillet, qu'on connaît sous le nom de La Délicieuse sur Instagram et sur YouTube. Donc, là aussi, en deux mots, Daphné, comment vous définissez votre rôle d'influenceuse? Bonjour à tous, du coup, je m'appelle Daphné, je suis influenceuse depuis 3-4 ans maintenant sur YouTube et depuis 8 ans sur Instagram, donc ça commence à dater un petit peu. Et du coup, pour ceux qui sont pas trop familiers de ça, je dirais que du coup, un influenceur, pour moi, c'est quelqu'un qui a une certaine notoriété sur les réseaux sociaux et donc qui va pouvoir influer sur les personnes qui le ou la suivent et donc également avoir une influence sur leur décision d'achat derrière. Merci. Et enfin, Kim Pérez, donc vous êtes consultante en réseaux sociaux et influence, donc vous êtes une aide précieuse pour se lancer. Exactement. Bonjour à tous. Alors du coup, moi, j'accompagne effectivement des entreprises, de la start-up à des grands groupes ou des plus grandes entreprises et des agences, en fait, dans leur stratégie réseaux sociaux. Donc là, on ne parle pas vraiment d'animation des réseaux, on parle vraiment plus de la mise en place de la stratégie de communication. Et je les accompagne également sur, justement, aussi dénicher les influenceurs qui vont correspondre à ce qu'ils veulent vendre. Donc voilà. C'est un peu la synthèse des deux autres intervenants. Voilà, c'est parfait. Donc, à vous trois, vous allez, je pense, pouvoir bien éclairer nos auditeurs, spectateurs. Donc, je vous rappelle que les conférences du salon SME Online sont enregistrées en audio, donc elles peuvent être écoutées sur le site du salon dans les prochaines semaines, ce sera disponible. N'hésitez pas, bien sûr, à nous dire si vous avez aimé cette conférence avec le hashtag Salon SME ou sur la page Facebook du salon. Et bien sûr, cette conférence sera rediffusée sur le site du salon dans les prochains jours, je pense à partir de demain. Alors, première question, commençons vraiment par le commencement. C'est entre Instagram, LinkedIn, Facebook, voire Snapchat, Twitter, etc. Comment peut-on choisir le bon réseau social ou celui qui correspond à l'activité ou à la manière dont on veut se faire connaître? Alors, Margot, pour Colibri, qui a été créé en 2019, comment vous avez fait votre choix? Alors nous, c'était très simple. On s'est dit qu'on allait aller là où les gens étaient en majorité, donc c'est-à-dire Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. Donc c'est les 4 réseaux principaux, on va dire. On a réfléchi à qui on voulait toucher, donc les étudiants, les retraités, mais pas que. Aussi une cible professionnelle. Donc on a été aussi chercher sur LinkedIn et Twitter. Et pour ce qui est plus effectivement d'étudiants et retraités, Facebook et Instagram. On a eu un deuxième critère de choix, c'est qu'on a aussi été là où on maîtrisait un peu les outils, c'est-à-dire qu'on avait quand même quelques notions. Par exemple, je parlais d'un autre réseau social, mais qui est TikTok, qu'on ne connaît pas bien, où notre cible est pourtant, mais on manquait un peu d'expertise là-dessus. Donc, on a préféré attendre. Donc, on n'est toujours pas sur TikTok, ça ne saurait tarder, mais pour l'instant, on est du coup. Ouais, exactement. Ouais. Et alors, petite question, c'est quand même sur les retraités qui ne sont pas forcément réputés être des geeks. Est-ce que finalement, vous avez quand même pu toucher cette cible-là
par les réseaux sociaux ou pas finalement? Alors oui, oui, on la touche aujourd'hui, sur notamment Facebook. Oui. Facebook est effectivement là où les personnes un peu plus âgées sont, Mmh. contrairement à Instagram, où ils sont aussi, mais en Oui. moindre mesure. Donc on est fait sur Facebook, on s'adresse directement à eux et il faut pas oublier non plus qu'on a aussi une autre, audience importante pour nous qui est, celle des proches, les proches des retraités qui, eux, sont aussi sur Ouais, exactement. sur Facebook et qu'on va aller aussi chercher sur le même réseau. Mmh. Voilà. Et vous, Daphné, alors vous êtes sur Instagram et sur YouTube. Oui. Qu'est-ce qui a guidé votre choix en fait? Et vous n'en sortez pas, enfin vous pensez pas aller sur d'autres réseaux ou qu'est-ce Alors là, je suis en train d'envisager à l'heure actuelle de basculer sur TikTok, mais moi j'ai une cible qui est plutôt 18 ans et plus parce que je parle beaucoup d'écologie, de zéro déchet, etc. Oui, voilà, on a oublié de préciser ça, oui. Et donc sur les plus jeunes, c'est vrai que ça a moins d'impact. Ouais. Donc je me suis mise sur Instagram, j'avais 15 ans, donc c'est vrai que je me suis pas trop posé la question à l'époque. C'était un peu le réseau sur lequel il fallait être, donc c'était un petit peu en vogue. Et puis il n'y avait pas possibilité, enfin sur Facebook, de faire vraiment de la création de contenu, de partager des choses qui étaient vraiment très travaillées, etc. Donc le réseau social pour partager vraiment des photos à l'époque, c'était Instagram. Donc je suis allée là-dessus et je pense qu'en fait ma communauté elle a grandi avec moi du Ouais. coup sur Instagram. Donc je suis toujours restée sur Instagram et derrière YouTube, ça s'est imposé il y a 2-3 ans parce que on voit maintenant que le format vidéo c'est vraiment le format à utiliser, Ouais. que ce soit partout sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, même Facebook. Ce qu'on consomme le plus, c'est des petites vidéos interactives qui font entre 15 secondes et 1 minute. Et du coup, c'était pour ça que je me suis dit, bon, pour partager au mieux ma transition écologique, il fallait que j'aille pousser sur YouTube pour utiliser ce fameux format vidéo. Alors Kim, qu'est-ce que vous en, enfin, aucun réseau n'est mauvais en soi, donc comment effectivement quand on démarre, faire son choix? Alors, ça va être très simple, ça va dépendre des objectifs qu'on a, Ouais. tout simplement. Donc, en fait, ça va dépendre évidemment de la cible, hein, comme l'a expliqué, du coup Margot et Daphné, mais ça va surtout dépendre de vos objectifs et évidemment de la typologie de business que vous avez. Donc, si vous avez un business qui est très B2B, qui s'adresse aux pros, évidemment que LinkedIn va être une priorité, Twitter, pourquoi pas, et pourquoi pas non plus aller sur des réseaux de type Clubhouse où on sait qu'il y a beaucoup plus de rooms avec des discussions un petit peu plus poussées, avec des fins un petit peu plus professionnelles. Mais en fait, ça va vraiment dépendre des objectifs. Si vous cherchez à vous faire juste connaître parce que vous démarrez purement et simplement, donc ce qu'on appelle l'awareness, là, ça va être très important d'aller sur du Facebook, sur du Instagram, des choses beaucoup plus grand public. Si vous cherchez au contraire à faire de la conversion, là, même dans Facebook ou Instagram, il va falloir trouver la typologie de contenu qui va être la plus efficace. Donc, par exemple, ça va être… Alors, la conversion d'abonnés en clients? Alors, la conversion, je veux dire plutôt pour aller vers votre site, donc convertir vers du trafic et donc potentiellement de l'achat. Si vous voulez plutôt créer de l'engagement, enfin, tout dépend évidemment de l'objectif que vous avez. Donc là, c'est plutôt comme ça qu'il faut arbitrer, même si évidemment, Facebook, Instagram sont des valeurs hyper sûres, puisque comme on l'a dit, il y a plutôt un grand public qui est dessus. Et ça va effectivement jusqu'aux retraités, puisque mes parents sont retraités et sont sur Instagram et hyper actifs sur Instagram. Je pense. Alors, une fois qu'on a ouvert un compte dont vous expliquez effectivement sur un réseau, il faut avoir d'abord choisi sa cible. Alors, cette cible, effectivement, donc, comment la choisir? Enfin, elle va dépendre à la fois, bien sûr, du service ou du produit. Mais au-delà, est-ce qu'on peut affiner? Il faut se dire qu'on va… Comment vous, par exemple, Margot, vous avez vraiment, vous expliquez, vous avez pris les retraités, les étudiants, et est-ce qu'entre les deux, il y a des gens les proches aussi sont importants ou pas? Alors, c'est effectivement, du coup, le problème qu'on a, nous, hein, c'est qu'on s'adresse à des gens qui sont très différents et qui n'ont pas les mêmes problématiques. Voilà, Une personne retraitée, sa problématique, quand elle va en tout cas nous rejoindre, notre communauté, c'est des problématiques d'isolement social, besoin de partager des moments. Un étudiant, lui, il va nous rejoindre parce qu'il cherche un logement, parce qu'il a des logements trop chers et donc, du coup, il veut accéder à notre solution qui est moins chère. C'est vraiment des problématiques complètement différentes. Donc, nous, ce qu'on a décidé, c'est qu'on va s'adresser évidemment aux deux,
peu, mais à travers des valeurs qui sont communes. C'est-à-dire que nous, alors, les valeurs communes sont la solidarité, la bienveillance, le partage, c'est des valeurs sociales fortes. Donc, on parle de ces messages-là, ce qui les rassemble. Après, évidemment, on a des messages dédiés à chacun, donc comme des rendez-vous pour les étudiants, pour les retraités, et des messages aussi propres aux aidants, donc aux proches. On essaie d'être quand même assez clair sur à qui on s'adresse à chaque fois qu'on fait un post. Mais l'idée, c'est quand même rassembler notre communauté à travers de nous. Donc, qu'est-ce que nous, on veut faire? Donc, moi, mon conseil par rapport à ça, c'est vraiment garder son identité et après, savoir à qui on s'adresse quand on s'adresse à une typologie de personnes qui fait partie de notre communauté. Il faut avoir conscience qu'il y a des profils très différents, mais que nous aussi, s'ils nous suivent, en tout cas, si on a réussi à les avoir sur notre communauté, c'est qu'ils sont là pour nous entendre aussi sur des valeurs communes. Voilà, donc voilà. Après, je vais juste rebondir sur ce que disait Kim tout à l'heure, c'est qu'effectivement, là, je parle par exemple de Facebook et Instagram où on s'adresse aux personnes retraitées, aux aidants et aux étudiants, mais on a aussi LinkedIn qui est vraiment pour moi un réseau social complètement à part dans notre stratégie, puisque là, c'est vraiment pour développer nos partenariats, c'est pour en tout cas attirer de nouvelles personnes autour de Colibri, mais qui vont nous aider, nous accompagner dans le développement B2B de Colibri. Ça va être aussi une façon de véhiculer nos informations, nos actualités, la presse, c'est faire rayonner Colibri Intergénération au-delà de notre propre communauté de clients et de consommateurs, on va dire, si on doit parler vraiment en termes marketing, mais d'aller chercher, d'élargir en fait cette cible à d'autres acteurs, notamment professionnels. Voilà. Donc, vous, Daphné, vous êtes effectivement sur un engagement écologique de consommation durable. Est-ce que, au-delà, donc ça, c'est ce que vous défendez, est-ce que du coup, des entreprises peuvent venir vous voir, vous demander, enfin, comment vous travaillez avec, vous êtes effectivement, vous avez un engagement sur YouTube et sur Instagram. Donc, comment vous travaillez avec des entreprises sur ce point? Alors, jusqu'à il y a 3 mois, je passais par mail, par téléphone, par message Instagram, etc. avec les marques avant de rentrer en agence, parce que du coup, là, je suis rentrée en agence d'influence. Donc, j'ai ma manager qui répond à tous mes mails, qui gère toute la partie contrat, collaboration, etc. Elle me propose en fait des marques qui me contactent ou qu'elle contacte pour moi. Et elle me dit qu'il y a tel contenu à faire, ça peut être un format vidéo, ça peut être un format photo, un format très spontané en story Instagram ou une vidéo plus travaillée sur YouTube. Et ensuite, en fonction du budget, des deadlines, etc. Et moi, j'accepte ou non. Donc, ça se passe comme ça depuis quelques mois. Donc, je suis plus vraiment en contact avec les entreprises, même si voilà, on se voit quand même un petit peu, on se suit mutuellement, mais c'est vrai que toute la partie mail et contact très professionnel, négociation, ça se passe avec ma manager. Mais est-ce que du coup, vous veillez, parce que est-ce qu'il n'y a pas de mauvaise surprise de se dire finalement, je travaille avec une entreprise parce qu'elle me dit qu'elle fait ci, qu'elle fait ça a l'air bien, et après vous apercevez que finalement, il y a un peu de greenwashing derrière, comment vous arrivez à vérifier ça, justement, à éviter qu'on vous dise ensuite, tu as parlé de telle boîte, mais tu as vu ce qu'ils font Alors ça, c'est beaucoup, déjà, j'épluche beaucoup le compte Instagram et j'épluche aussi énormément le site internet avec toute la composition des produits, parce que moi, je reçois pas mal de cosmétiques zéro déchet, voilà, donc j'épluche pas mal le site internet. Après, je regarde aussi beaucoup les avis consommateurs et je suis des comptes Instagram, en fait, qui font des analyses des marques. Notamment un compte Instagram que j'ai repartagé ce matin qui s'appelle Empreinte Naturelle, et en fait ils font toute une analyse vraiment des marques qui se lancent, et du coup on peut voir toute une analyse fine de la composition surtout. Donc j'essaie vraiment de me renseigner pour pas faire de boulettes, parce que quand on commence à avoir de la visibilité, on se fait assez vite tirer dessus si jamais on partage quelque chose qui est pas vraiment assez engagé. Enfin, moi, en plus, je suis sur vraiment une cible de personnes qui s'intéressent au fait de faire attention à leur consommation, de consommer durable, de réduire leurs déchets, etc. Donc, c'est vrai que si je commence à faire de la pub pour des boîtes qui sont pas du tout engagées, je peux assez vite faire un bad buzz. Donc, j'essaie quand même de faire attention et de me renseigner au maximum. Kim, donc comment, ces précautions à prendre, en tout cas, d'une part, comment effectivement, quand on a créé un compte, comment le nourrir finalement, Alors Bruno, si je peux me permettre, j'ai vu une question passer, je pense que c'est une vraie astuce que je peux partager avec les gens qui nous écoutent, parce que j'imagine qu'il y en a pas mal
parmi eux qui sont des entrepreneurs. Il y a Audrey qui demande, est-ce que vous conseillez de créer un compte Voilà, ouais. de l'entreprise ou utiliser son compte perso pour parler de notre activité pro? Alors, Audrey, pour vous répondre, je vous conseille de créer un compte dédié à l'entreprise pour commencer à créer une communauté autour de votre marque et de votre business. Par contre, un vrai conseil que je vous donne, parce que voilà, on sait aujourd'hui qu'avec les algorithmes des réseaux sociaux, qui sont donc toutes les petites machines qui permettent à vos contenus d'émerger, d'être vus par le plus grand nombre, ce que je vous conseille de faire en revanche, c'est que quand vous créez, que ce soit un compte sur Facebook ou sur Instagram, je vous invite plutôt à créer des comptes, alors ce qu'on appelle perso, de ne pas passer immédiatement en typologie de compte business. Donc, de garder un compte comme si c'était un deuxième compte perso finalement, mais au nom de votre entreprise. Parce que tout simplement, si vous passez en business dès la création de votre compte, Facebook, donc la maison mère aussi d'Instagram, va vous sursolliciter pour payer de la pub, tout simplement, pour vous aider à émerger, parce qu'ils savent très bien que les entrepreneurs qui démarrent voilà, ont besoin de visibilité. Donc, ils vont vous dire, ah, mettez 10 € par-ci, 10 € par-là, alors que vous allez avoir une visibilité beaucoup plus accrue en étant un compte qualifié de personnel, en tout cas. Donc, je vous conseille plutôt de faire ça au démarrage. Et puis, dès que vous commencez à avoir une petite communauté, donc autour de 1000 abonnés, par exemple, là, vous pouvez passer en compte pro, parce que les comptes pro vous permettent d'accéder à des statistiques. Bon, vous savez à quelle heure poster, etc. Donc ça devient vraiment intéressant comme information à avoir sur votre communauté. Mais avant, si vous voulez grossir assez vite et rapidement, je vous conseille vraiment de garder plutôt un compte personnel et de faire la transformation ensuite. Bon, merci de ce conseil, effectivement, qui me semble assez bien vu, ouais. Alors, une fois qu'on a qu'on a ouvert un compte, quel que soit le réseau, à quel rythme il faut nourrir la bête en vidéo, en stories diverses et variées? Vous, Margot, comment vous avez trouvé un rythme de croisière là-dessus ou... Oui, alors nous, on poste beaucoup. Alors, c'est-à-dire qu'on poste au moins une fois par jour sur l'ensemble de nos réseaux. Ça a été une stratégie qui a été modifiée il n'y a pas si longtemps que ça. On commençait tout doucement au début. On faisait aussi à mesure ce qu'on était capable de fournir comme contenu, parce que ça demande quand même une force de travail. Mais effectivement, ce qu'on constate, c'est que plus on poste, plus on gagne en visibilité aussi. Les partages, on peut aussi tester plus vite. C'est-à-dire que moi, c'était aussi ça qu'on voulait chez Colibri, c'était avoir un retour d'expérience plus rapide. Donc, le fait de tester plus de choses plus vite permet aussi de régulier rapidement son contenu. Est-ce que ça marche pas? Du coup, il faut délaisser certains contenus pour accentuer d'autres. Voilà. Donc aujourd'hui, on a plutôt augmenté notre fréquence d'envoi de posts. Enfin voilà. L'idée, c'est qu'on partage tout ce qu'on fait. Et ça occupe combien de personnes? Alors aujourd'hui, on est 3. 3 avec chaque donc ce ne sont que des femmes, donc je ne vais pas dire chacune, mais chacune du coup a effectivement des missions très particulières. C'est-à-dire qu'il y a la rédaction vraiment de contenu, donc on a un blog aussi à entretenir, parce qu'on va pas parler des blogs, mais c'est aussi une forme de contenu qui du coup est partagé sur les réseaux. Donc quelqu'un qui écrit ses blogs, qui va chercher de l'information, du contenu qui est de qualité. On a quelqu'un qui va être plus sur l'image, la création de contenu vidéo. Voilà, on a effectivement une community manager dédiée qui vient de nous rejoindre, qui est formidable, qui s'appelle Coralie, qui est peut-être là parmi nous, qui elle effectivement fait le community management, ça répond aux gens, on va aller chercher d'autres potentiels followers. Et ça vous occupe, ça prend combien de temps effectivement de... Là c'est deux plein temps. Deux plein temps. Après, c'est aussi parce que on ne s'arrête jamais, on va toujours chercher autre chose à faire. Oui, bien sûr. C'est effectivement un des conseils que je donne à ceux qui nous suivent. Et si vous en voulez un, de mon côté, c'est vraiment ne jamais se satisfaire de ce qui a été fait. Les réseaux sociaux évoluent et évoluent très vite. C'est pas parce que hier on a eu un succès que demain ce sera valable. Il faut savoir se renouveler, aller chercher un peu plus loin à chaque fois. Voilà, donc c'est pas non plus foncer tête baissée. Il faut garder une stratégie, etc. Il faut mettre des plans d'action, mais par contre, il faut savoir aussi se renouveler et ne pas lâcher. Voilà, donc il faut être persévérant. Voilà. D'accord. Et vous, Daphné, quel temps vous consacrez effectivement à YouTube et Instagram? Alors là, à l'heure actuelle, du coup, moi j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneuse il y a moins d'1 an. Donc là, j'ai vraiment envie que tout avance très vite. Et j'ai pas encore fait ma rentrée. En fait, je suis à l'école de commerce de Rouen et j'ai pas encore fait ma rentrée. Donc à l'heure actuelle, là, c'est du plein temps. J'y passe j'y passe mes journées, et entre les plannings, les collaborations, la création de contenu, tout ce qu'il y a à faire, le montage des vidéos qui prend énormément de temps. Et tout un tas de photos, shooting à faire avec les photographes, etc. Là, c'est du plein temps.
Et ça veut dire qu'ensuite, quand vous aurez repris l'école, ce sera moins, du coup? Ce sera moins, mais il va falloir que je m'organise un petit peu Ouais. différemment parce que j'ai pas du tout envie de lâcher ce rythme. Moi, je poste sur Instagram, je fais 3 posts par semaine avec Ouais. un post réel. Donc, c'est un format vidéo qui a été créé par Oui. Instagram il y a quelques mois. Et c'est le format qui est mis en avant à l'heure actuelle. Donc, je fais minimum un réel par semaine. Ensuite, les stories, c'est tous les jours. Il y en a minimum une vingtaine sur mon compte. Ah oui. Tous les jours, j'alimente. Dès que je fais quelque chose, j'alimente ça. Et ensuite, sur YouTube, c'est 1 fois par semaine. J'aimerais bien passer à 2, mais pour l'instant, le montage des vidéos est Oui, c'est un peu un de peu boulot trop quand même, gros ouais. pour que je puisse passer à 2. En plus, je suis Ouais. toute seule, j'ai pas de monteur, donc pour l'instant, Ouais. on est à ce rythme-là. Kim, est-ce que bon, c'est difficile de dire combien de temps il faut y passer, mais enfin, quel est le bon rythme de publication et qu'est-ce que ça implique derrière en termes de ressources humaines, quoi, tout Alors, simplement? je souris juste parce que c'est vrai qu'en France, on a tendance à dire un réel, alors qu'en fait, ça s'appelle un reel parce que Oui. Oui, ça veut dire un bobine en anglais, mais comme on est un des rares pays où ça veut aussi oui, dire un ouais, c'est vrai, ouais, ouais. ça me fait toujours beaucoup rire parce que je travaille beaucoup en anglais et du coup, à chaque Ouais. fois que je vois, c'est assez rigolo, ça me fait toujours un peu Ouais. sourire. Bah, en fait, comme le disait Daphné, je pense qu'il faut déjà prendre conscience que créer du contenu, enfin, et comme le disait Margot également, quoi, que c'est un job à part entière et qu'il vaut mieux ne pas faire que faire mal. Ensuite, donc du coup, si vous n'avez pas les ressources en interne, bah, faites appel à des influenceurs ou faites appel à des freelances qui sont spécialisés là-dedans. Parce que si c'est pour faire un reel justement qui ressemble à rien, autant ne pas le faire. Ensuite, comme le précisait Daphné également, l'important, ça va être aussi d'être au fait des formats et des formats qui performent le plus. Donc actuellement, effectivement, il y a le reel qui est en train légèrement de perdre de la vitesse au profit de la vidéo en dur sur le feed, donc pas en IGTV. Alors, je sais, pour ceux qui n'y connaissent rien, ça va être très dur de suivre, mais c'est aussi pour ça qu'il y a des métiers qui se créent. En fait, ça évolue tellement vite, comme le disait Margot, qu'il faut suivre, il faut être à la page. Et moi, c'est une partie de mon boulot, c'est évidemment de me renseigner, de faire de la veille et de savoir comment évoluent ces fameux algorithmes, les sacro-saints algorithmes. Donc, ce qui va être vraiment important, c'est de savoir comment on focalise l'effort de création de contenu en fonction de la typologie de contenu qu'on veut faire. Et Margot parlait de la vidéo. La vidéo, c'est ce qui prend le plus de temps. Daphné, tu en parlais également. Voilà, évidemment, si tu n'as pas de monteur en tant que youtubeuse, ça va te prendre énormément de temps. On sait que le montage, ça prend du temps. Donc, l'effort, il va être en fonction de la typologie de contenu. Et on sait que la vidéo, c'est ce qui performe le plus. Et la vidéo, si on veut faire quelque chose de qualitatif, ça prend du temps. Et juste pour revenir à l'essence de la question, parce que je pense que ça intéresse les gens qui nous suivent, donc, ça va dépendre des algorithmes, combien de fois il faut poster par jour ou par semaine. Moi, ce que je vous recommande, c'est de poster idéalement 1 fois par jour. Mais encore une fois, il faut essayer que ce soit qualitatif. Donc, si vous n'avez pas, vaut mieux pas poster. Par contre, comme le disait encore une fois Daphné, postez de la story à fond parce que dans les stories, vous avez des petits outils, des boîtes à questions, des sondages, etc. qui permettent à l'algorithme de détecter les gens qui veulent interagir avec votre compte. Donc, les gens qui vont voter à vos petits sondages, suggérer des petites choses. En fait, ça va permettre à l'algorithme de détecter que ces gens-là sont intéressés par vos contenus. Donc, ils vont proposer votre contenu à ces gens qui vous suivent déjà, puisqu'on sait que malheureusement, même si vous avez donc 1000 abonnés, il n'y en a qu'une centaine qui verront vos posts en feed, donc dans vos grilles. Alors, c'est pour ça que c'est super important de poster en stories notamment. Et les stories, ce qui est génial, désolé pour terminer, ce qui est génial avec les stories, c'est que c'est des contenus qui sont beaucoup moins léchés, des contenus qui sont beaucoup plus bruts, peut-être qu'on en parlera par la suite, mais qui sont beaucoup plus des behind the scenes, donc des choses qu'on va filmer en faire plus rapidement, etc. Pas forcément maquillées, pas forcément très léchées. Et donc, c'est assez simple à faire, même pour les entreprises, et c'est ce qui crée aussi le lien avec vos abonnés et donc vos potentiels clients. Alors, il y a quelques petites questions. Là, on va voir quelle est la durée idéale pour la vidéo, demande Dominique. Bah, de toute façon, les stories, c'est 15 secondes. Ouais, voilà, ça va dépendre des formats. Ça dépend des formats, donc il n'y a pas de. Il vaut peut-être mieux éviter quand même de faire un film fleuve de 2 ou 3 heures. Exactement. Également, même sur YouTube, alors Daphné, c'est toi l'experte, mais tu pourras peut-être nous dire mieux, mais sur YouTube, c'est qu'il faut essayer de ne pas trop dépasser 20 minutes et idéalement essayer de se concentrer entre 6 et 15 minutes, c'est idéal. Ouais, ça me semble raisonnable. Généralement, il y a pas mal de youtubeurs qu'on voit aller chercher. Alors avant, c'était 10 minutes. Maintenant, ça va beaucoup chercher les 8 minutes parce qu'à partir des 8 minutes, on est monétisé. Et en fait, on peut placer des pubs à l'intérieur de la vidéo. Donc, à partir de ce moment-là, la vidéo va rapporter plus. Donc, il y a pas mal de youtubeurs qui poussent un peu.
effectivement, c'est bien de ne pas dépasser 20 minutes parce que sinon, on peut avoir tendance à perdre la personne qui visionne et du coup, qui peut s'arrêter en cours et aller voir autre Oui. chose et puis on sait qu'il ne va pas Oui. forcément revenir sur notre vidéo, quoi. Voilà, puis 20 minutes, il faut vraiment que ce soit très très bien pour tenir jusqu'au bout. Enfin, C'est ça. Il y a aussi une petite recommandation qui est donnée sur les vidéos promotionnelles. Il y a quelques personnes qui sont intéressées par ce sujet-là, mais nous, on a fait une. On conseille un format vraiment de moins d'une minute 30. Et ça, il faut que ce soit vraiment très court, très impactant. Donc, il faut condenser son message en 1 minute 30, montrer l'expérience le plus rapidement possible. Voilà. Alors, justement, les liens sponsorisés, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est efficace? Kim? Alors oui, c'est très efficace, mais il faut avoir du budget, tout simplement. C'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte. Si on prend le cas d'Instagram, combien ça coûte Enfin, ça peut être la fourchette. Alors, il y a tout type de fourchette. En fait, encore une fois, ça dépend des objectifs. Donc, par exemple, si vous avez une publication que vous avez envie de faire voir parce que vous venez de lancer un nouveau produit et vous voulez absolument que les gens voient cette publication, là, par exemple, vous pouvez juste monétiser cette vidéo ou cette photo pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre. Ça va créer de l'engagement autour d'une publication qui peut potentiellement vous amener de nouveaux abonnés. Ensuite, donc pareil, tout ce qui est médiatisation sur Facebook et Instagram, ça évolue en permanence. Et aujourd'hui, par exemple, il y avait une époque où on pouvait payer pour gagner des abonnés. C'est-à-dire qu'on était, on était payé dans les campagnes, on les payait dès qu'on gagnait un abonné. Donc, on était au coût par abonné. Et là, aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, aujourd'hui, si vous faites une campagne pour gagner des abonnés, en fait, ça va être, on va vous déduire le budget de la campagne à chaque fois que quelqu'un va venir sur votre page, mais pas quand il va cliquer sur s'abonner. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, c'est un peu moins efficace en termes de chiffres. Mais si vous voulez que ce soit efficace et pour pouvoir toucher le plus grand nombre, effectivement, il faut quand même mettre un bon petit billet dès le départ parce que effectivement, vous pouvez mettre des petits budgets, des 20 € par-ci, 20 € par-là. Ce ne sera pas forcément très efficace. Il faut quand même essayer de passer à des lancements. Ça peut être, faut, je pense, minimum 2 000 € par mois. C'est ça, oui, l'ordre de grandeur, c'est ça. Au moins, et si possible plus. Mais par contre, si vous avez quelqu'un, et je vous recommande ça, de prendre quelqu'un qui est hyper spécialisé là-dedans. Moi, j'en fais de la médiatisation, mais je connais des vrais experts généralement. Avec les entreprises ou les agences avec qui je travaille, je recommande ce profil-là parce que c'est quelqu'un qui ne fait que ça et qui permet, en fait, c'est un peu comme une salle de marché. Il va tester plusieurs typologies de publicité, il va voir celle qui performe le plus, il va couper les autres et on va tout miser, en fait, puisque c'est un budget qu'on mise, en fait, et qui est en fonction. Et voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui doit suivre ça, mais vraiment au millimètre près pour optimiser les budgets. Je sais que quand on lance une entreprise, on est vraiment limite au centime près. Donc, je vous recommande ça. C'est un investissement de base, mais moi, toutes les startups avec qui j'ai travaillé, ça s'est révélé être très, très efficace. D'accord. Et vous, Margot, donc, pour Colibri, vous utilisez des pubs, des liens sponsorisés? Alors oui, on n'a pas ce budget, justement. On n'a pas ces 2 000 € par mois, malheureusement. On aimerait bien l'avoir, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Mais nous, en l'occurrence, on met des petits budgets sur des petites publications. Il y a une petite astuce que je donne à ceux qui sont là. Du coup, c'est que Facebook et Instagram, du coup, sont gérés par une plateforme qui s'appelle Business Manager, donc de Facebook, qui permet de notamment monitorer les campagnes qu'on met en place pour toucher de nouvelles communautés. Nous, on utilise ce qu'on appelle les audiences similaires. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un, mais en gros, l'idée, c'est de faire travailler l'algorithme de Facebook et d'Instagram, du coup, pour aller toucher des gens qui ne sont pas dans une communauté, mais qui leur ressemblent. C'est quelque chose qui est quand même, malgré tout, efficace. Pour l'instant, on utilise que ça, ou alors du sponsoring de posts pour que notre communauté voit les posts, parce que effectivement, malheureusement, quand on poste, nos posts ne sont pas toujours vus par l'ensemble de notre communauté. D'ailleurs, ça n'arrive jamais. Donc, il faut savoir aussi que parfois, ça vaut le coup, quand on veut pousser vraiment une communication à notre communauté, de mettre un petit budget pour que l'ensemble de notre communauté puisse le voir et y accéder. Voilà. Donc, voilà, nous, à peu près, la façon dont on communique aujourd'hui. Nos budgets actuels sont de 100 € par mois. Donc, on est vraiment petit budget. Mais ça nous permet aussi de tester. Donc, c'est ça aussi, c'est que moi, je donne aussi comme le conseil de tester. Il faut y aller. Le mot se lancer, en fait, est important aussi. C'est-à-dire qu'il faut oser, essayer, rater, recommencer, ne pas hésiter à expérimenter, en fait. C'est l'avantage aussi de ces outils, c'est que c'est de l'immédiat. Donc, on a très rapidement des retours et on peut vite se rendre compte de ce qui marche pas. Une campagne aussi, un budget qu'on alloue peut s'arrêter au milieu de la campagne. Donc, sur 100 €, quand on a 20 € de dépenses, on peut arrêter la campagne parce qu'on se dit ça me ramène rien, donc je recommence. Donc,
même avec des petits budgets, allez-y, testez, essayez, parce que parfois, il y a des bons retours. Et là, quand ça marche vraiment bien. Donc, c'est quand même très puissant. Donc, moi, je recommande d'y aller avec des petits budgets. Voilà. C'est vraiment, en fait, ce qui est vraiment très important, je vais juste me permettre de rebondir là-dessus, c'est de tester. Donc, quand vous préparez des campagnes au lancement de vos entreprises, etc., essayez de prévoir plusieurs types de visuels, différents types de messages qui accompagnent les visuels, et vous testez sur différentes audiences, même avec des petits budgets comme le précisait Margot, mais surtout de tester et de voir comment ça prend, et ensuite de couper le robinet dès que vous voyez que ça prend pas, pour tout capitaliser et essayer, voilà, évidemment, de dépenser le moins d'argent possible et que ce soit le plus efficace. Mais l'A/B testing, c'est vraiment hyper important dans la médiatisation sur les réseaux, vraiment. Et Daphné, où est-ce que vous avez utilisé des liens sponsorisés déjà ou pas? Alors moi, j'ai déjà sponsorisé des publications, notamment des publications sur lesquelles j'étais rémunérée. Sinon, je mets pas d'argent, moi, Oui, de ma voilà. poche, mais Vous, du coup, c'était des pas... publications sur lesquelles j'étais rémunérée, et notamment des concours. Quand je fais des concours sur Instagram avec des marques, j'ai tendance parfois à mettre un petit billet dessus, parce que je sais que ça va pousser l'algorithme, que ça améliore l'engagement de mon compte, parce que les gens qui viennent participer à un concours s'abonnent, vont voir le compte de la marque, etc. Donc, je l'ai déjà fait. Après, je pense que pour une entreprise, pour suivre pas mal d'entreprises qui sponsorisent, je pense que c'est hyper important, du coup, d'avoir quelque chose de cohérent, à savoir de ne pas mettre trop d'argent si déjà on n'a pas un feed qui est impeccable, des photos qualité professionnelle et vraiment quelque chose qui attire. Parce que sinon, on va se retrouver à sponsoriser des publications, mais qui vont pas forcément entraîner de l'engagement derrière, donc pas de nouveaux followers, pas de vente. Et exactement comme Kim elle disait, je pense que vaut mieux ne pas faire que faire mal. Donc c'est hyper important déjà d'avoir un compte qui soit joli visuellement, reconnaissable, avec des couleurs, voilà, des personnes qu'on met en avant, etc. Et ensuite, après sponsoriser, je pense que ça peut être utile, mais voilà, il faut que tout soit bien ficelé avant. Oui, voilà, il faut avoir quelque chose de bien à présenter. Ouais. Oui. Alors, une petite question là qui est pas, enfin, c'est sur les questions de droit d'auteur quand on fait de la vidéo ou autre. Donc, a priori, il n'y a pas de, si on n'utilise pas de contenu de quelqu'un d'autre ou de photos qui ne sont pas libres de droit, il ne devrait pas y avoir de problème. Il faut effectivement faire gaffe au matériel qu'on utilise, soit en vidéo, comme en termes d'image, voire de texte. Kim? Ouais, alors il y a différents sujets là-dessus, parce qu'une fois que les choses sont publiées sur Instagram, par exemple, on a tout à fait le droit de réexploiter les photos, mais l'usage, c'est quand même de créditer la personne. Et je vous invite au maximum à créer vos propres contenus, parce que ça peut vraiment très vite vous créer du bad buzz, mais il y a beaucoup de gens qui le font, et il n'y a pas de poursuite légale particulière. Je sais également que, alors je crois que c'est tombé cette semaine, donc à vérifier, mais je ne veux pas vous dire de bêtises. Je crois qu'également tout ce qui est tombé dans Google Images, désormais, il n'y a plus d'histoire de droit. Donc en fait, tout est en train un peu de se démocratiser. Mais par contre, si vous faites de la vidéo YouTube comme Daphné, par exemple, vous voulez rebondir sur quelque chose qui vous a choqué dans une émission de télé, par exemple, passer cet extrait de l'émission de télé, là, par contre, vous êtes en train de... vous êtes dans le... Je perds mes mots. Vous allez... C'est le droit de citation. Enfin, c'est le droit de exactement. C'est une citation, mais alors, c'est quelques secondes. Pareil, il y a plein de chaînes YouTube qui parlent de musique. Ils vont accélérer la musique à fond et passer un extrait que de 2 secondes, parce que 3 secondes, là, ça devient un vrai extrait. Donc, la musique est créditée. Ouais. C'est un petit peu un micmac, et il y a même des gens spécialisés en droit là-dedans. Bon. Et alors, si je peux me permettre, parce que je trouverais hyper intéressant d'avoir l'avis de Daphné là-dessus, puisque j'ai vu passer une autre question sur combien coûte un influenceur. Alors ça, c'est un peu de la sponsorisation et tout. Je trouve ça hyper intéressant. Donc moi, je pourrais rajouter des choses, mais je pense que Daphné, t'es quand même la mieux placée. Oui, alors quel est le coût par mois ? Franchement, je pense que ça dépend déjà de l'influenceur qu'on prend, ça dépend de la taille de la communauté, parce que plus on va avoir des influenceurs qui ont des millions d'abonnés, et plus ça va coûter cher. Enfin, je pense à une influenceuse qui est super en vogue en ce moment, qui a plusieurs millions d'abonnés. Je dirais qu'un post, ça peut monter facile à 20 000 €. Donc, on est sur des budgets qui sont absolument énormes. Mais par contre, on sait que derrière, il y a une audience qui est tellement engagée que le fait de faire cet investissement-là, ça va faire buzzer la marque derrière. Donc, ça peut être pas mal, mais vraiment, il faut avoir des énormes budgets. Et après, en fait, c'est vraiment en fonction de votre budget. Mais je pense que les influenceurs, c'est accessible un petit peu à toutes les marques, parce que, comme je le disais, il y a vraiment tout type de communauté. Ça va moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, j'ai presque 23 000 abonnés sur Instagram, mais ça va du 23 000 à des personnes qui en ont des millions, et c'est un peu échelonné partout. Donc, ça dépend vraiment ce que vous voulez.
mais ça peut être faire juste un post par mois, une story, ou alors faire un contrat mensuel. Moi, par exemple, en ce moment, j'ai des contrats mensuels à 500 € où je dois faire 2 contenus par mois, mais voilà, c'est mieux que rien. Je pense que ça dépend vraiment de l'influenceur. Après, on peut monter sur des énormes budgets pour les plus gros. C'est Ouais, pas ça forcément j'imagine, ouais. accessible, mais enfin, franchement, la fourchette est hyper grande en fait. Ça dépend vraiment de la communauté, quoi. On arrive au terme de cette conférence. Merci à toutes les trois. Je voudrais vous demander quand même pour terminer à chacune le conseil clé, le petit truc ou le petit truc qui effectivement qui a été efficace et voilà, qui a bien fonctionné. Donc Margot pour Colibri, il y a quelque chose que vous avez fait finalement qui est la petite astuce qui a donné de bons résultats ou le conseil, voilà. Ça va être un conseil très basique de mon côté. Ce Ouais. qui a marché chez Colibri, c'est structurer. C'est-à-dire que prévoir, s'organiser, ça permet aussi d'être plus efficace. Donc, le conseil vraiment que je donnerais, c'est réfléchissez, structurez, puis lancez-vous, osez, et là, testez, mais vraiment structurez. Voilà. Daphné? Moi, je dirais qu'il faut se montrer. Il faut se montrer, et même si vous travaillez pour une entreprise, vous êtes sur un compte professionnel, il faut se montrer, il faut que les gens voient ce qu'il y a derrière, et en fait, c'est ça qui va créer une certaine confiance et qui peut pousser à l'achat derrière. Si on ne se montre pas, on a tendance à avoir vraiment juste une marque, et le fait d'avoir un visage derrière, ça va humaniser au maximum. Et si on prend l'exemple d'une entreprise, on en parlait tout à l'heure en off, mais l'entreprise Respire, la directrice Justine Hutto, elle est très visible sur les réseaux sociaux. Elle est Et incroyable. elle incarne, en fait, elle incarne son projet. Et je pense que ça participe carrément au rayonnement de la marque parce que elle se montre en story, elle parle de la marque, etc. Et du coup, elle incarne vraiment son projet. Donc, je pense qu'il faut se montrer. Pour moi, c'est vraiment un indispensable. Kim? Moi, c'est quelque chose que je répète depuis des années, avant en étant community manager et maintenant en accompagnant plus profondément des marques, c'est que le contenu est le roi. Pour moi, c'est vraiment le nerf de la guerre, d'autant plus quand vous montez des entreprises. C'est exactement comme voilà, vous définissez vos clients potentiels, etc. Il faut définir votre ton, votre imagerie, votre direction artistique, la manière dont vous voulez adresser les gens. Et donc, du coup, le contenu qui en découle est indispensable. Et c'est ça qui fait la vraie différence, la qualité de ce que vous allez produire. Mais ça peut être de l'humour, hein, ça peut forcément être un compte très léché, mais il faut que vous trouviez votre ton. Il faut que vous soyez... C'est la chose qui va vous différencier, ça va être le contenu, ça va être surfer sur les tendances, ça va être vous les approprier, et c'est vraiment ça qui va renforcer votre image de marque et vous permettre de performer sur les réseaux. Donc, le contenu en premier. Et je sais que souvent, quand on monte une entreprise, c'est pas les premiers postes qu'on prend et on va prendre des petits stagiaires qui vont faire, etc. Mais c'est vraiment très important si notamment vous avez une stratégie de développement sur tous ces réseaux. Merci beaucoup à toutes les trois. Là, je vois que dans le fil, Dominique regrette que ce soit trop court, hélas, mais heureusement, il trouve que, ou elle, je ne sais pas, pardon. C'est intéressant. Donc voilà. Merci vraiment encore à vous trois. Vous avez été effectivement formidables dans la précision, dans le côté pratique des choses. Je pense que c'était effectivement très enrichissant. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine journée live qui sera le 14 octobre. Donc, le rapport thème entrepreneur, faites-vous accompagner. Donc, on parlera des aides qui existent pour les créateurs d'entreprises, des réseaux d'accompagnement et également toutes les questions de financement. Donc, d'ici là, je vous souhaite une bonne continuation sur cette journée live et je vous dis donc à bientôt. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Bonne journée.